Bienvenue à tous pour cette nouvelle discussion approfondie. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, la robotique avancée. Et plus spécifiquement, les robots humanoïdes. On imagine bien ce robot qui se balade dans nos usines, nos entrepôts, qui pourrait interagir avec notre environnement. C'est une image forte, et ça pose de vraies questions stratégiques pour les entreprises. Pour nous guider, on s'est penché sur le contenu d'un cours exécutif. C'est un document assez dense, fait pour les décideurs, vous savez, les gens des COMEX, les directions industrielles, les DSI, l'innovation, tous ceux qui se demandent, bon, est-ce que c'est le moment d'investir dans ces machines? Ou pas encore? Tout à fait. Et notre but ici, c'est vraiment d'aller au-delà du buzz médiatique. On veut comprendre ce que ces robots humanoïdes peuvent vraiment faire aujourd'hui. Quelles sont leurs limites actuelles et surtout, comment ils se situent par rapport à des solutions qui, elles, sont déjà bien là et fonctionnent. Je pense aux cobos, les robots collaboratifs, aux AMR, les robots mobiles autonomes, ou même aux quadrupèdes, vous savez, type chien-robot. L'idée, c'est de séparer un peu la promesse de la réalité sur le terrain. Maintenant, Parfait. Et si on devait donner l'essentiel tout de suite, le truc à retenir d'emblée? alors le point clé, c'est ça. Les humanoïdes, leur grand argument, c'est qu'ils sont faits pour s'intégrer comme nous dans nos environnements. Mais il faut être clair, hein, en 2025 et même jusqu'en 2027, on est encore beaucoup au stade du pilote. Ça coûte cher et le retour sur investissement n'est pas toujours évident. Pour avoir des gains rapides et concrets là maintenant, les cobots, les AMR, les quadrupèdes, c'est souvent des choix plus sûrs. Bon, alors allons-y. Pourquoi cette forme humaine au juste? Qu'est-ce qu'elle promet exactement? La logique de base, quand on y réfléchit, elle est assez simple, hein. Nos bâtiments, nos lieux de travail, que ce soit les usines, les bureaux, les hôpitaux, tout est fait pour des humains. Les escaliers, les portes, les poignées, la hauteur des plans de travail, même les outils qu'on utilise. Oui, c'est vrai. Et donc, l'idée de l'humanoïde, c'est de dire, on fait un robot qui s'adapte à ça, à l'existant. Pas besoin de tout casser, de tout réaménager, comme on doit souvent le faire pour les gros robots industriels traditionnels, qui demandent des cellules sécurisées, des barrières. D'accord. Donc moins de travaux, une intégration plus douce dans ce qui existe déjà. Mais cette polyvalence promise, est-ce qu'elle tient la route en pratique? C'est là que ça devient intéressant. Enfin, sur le papier en tout cas. Le potentiel est énorme. Un seul robot qui pourrait ouvrir une porte, monter un escalier, attraper une clé à molette sur un établi, prendre un carton. C'est cette polyvalence qui est au cœur du truc. Hmm. Théoriquement, ça permettrait de déployer plus vite, moins d'ingénierie spécifique, moins d'adaptation de l'environnement et surtout de réaffecter le robot beaucoup plus facilement. Passer de la tâche A à la tâche B, ce serait juste une question de logiciel, de reprogrammation, pas besoin de changer toute la mécanique. Ça, c'est la théorie. Et elle est séduisante, c'est sûr. Mais les sources qu'on a consultées montrent bien que la réalité est plus compliquée. Quels sont les freins aujourd'hui? Ils sont encore, oui, nombreux et assez importants. Le premier, sans surprise, c'est le coût. Et pas juste le prix d'achat, c'est le coût total de possession, le fameux TCO. Ce qui coince souvent, ce sont les coûts un peu cachés. L'intégration logicielle, faire parler le robot avec les systèmes de l'entreprise, la maintenance qui demande des compétences spécifiques, et même l'assurance pour ces robots mobiles qui vont potentiellement croiser des humains. Oui, j'imagine. Ensuite, il y a la robustesse. Dans un environnement réel qui n'est jamais parfaitement rangé ou prévisible, avec des objets différents, des sols qui glissent parfois, des gens qui passent, eh bien leur fiabilité, c'est pas encore celle d'un bon vieux système automatisé fixe. Et question performance. Vitesse, dextérité. Ils tiennent la comparaison avec un robot dédié? Pas vraiment, non. Ou en tout cas pas encore partout. Si on a besoin de faire des gestes très précis, très fins ou d'aller très très vite, un bras robotique classique ou une cellule automatisée bien conçue seront souvent meilleurs. La vitesse de marche des humanoïdes, leur capacité à manipuler finement, c'est encore limité par rapport à un humain ou une machine spécialisée. D'accord. Et puis, il ne faut pas oublier un truc, tout l'écosystème autour est encore en train de se construire. Trouver un contrat de service avec des garanties solides, les fameuses SLA, être sûr d'avoir les pièces détachées rapidement, trouver les techniciens qui savent les réparer, c'est pas encore évident partout. Donc, si je résume, l'humanoïde, ça devient une option sérieuse, surtout si on a un besoin très spécifique, plein de tâches différentes à faire, des contraintes de bâtiments fortes comme des escaliers, et un besoin absolu de mobilité complexe. Pour le reste, surtout si la cadence est reine, les solutions classiques gardent l'avantage. C'est une bonne synthèse, oui. Il faut vraiment partir du besoin métier, avant de craquer pour la forme humanoïde elle-même, quoi.
Justement, parlons un peu du paysage actuel, disons pour 2025-2027. Quels sont les types de robots mobiles avancés qui existent ou qui arrivent, à part l'humanoïde bipède classique? On voit surtout trois grandes familles coexister. Il y a les humanoïdes bipèdes, oui, ceux qui marchent et qui essayent d'avoir des mains assez fines. Puis, on a les quadrupèdes, le style chien-robot, type Spot de Boston Dynamics. Eux, ils sont très forts pour la stabilité, pour passer des obstacles, donc super pour l'inspection. On peut d'ailleurs leur ajouter un bras pour faire un peu de manipulation. Ah oui? Et enfin, il y a des formes un peu hybrides. Certains ont un buste d'humanoïde, mais sur des roues pour aller plus vite sur sol plat. D'autres sont des bipèdes, mais sur des roues aussi. On cherche des compromis, mais souvent ça veut dire qu'ils ne peuvent plus monter les escaliers facilement. J'imagine que derrière tout ça, faire bouger ces robots, les faire voir, interagir, la technologie doit être incroyablement complexe. C'est quoi les briques principales alors? Ah oui, c'est une sacrée machinerie technologique. Et comprendre ça, ça aide à voir pourquoi il y a encore des limites. D'abord, il y a la perception. C'est une fusion de données qui viennent de plein de capteurs. Des caméras 3D, des lidars, ces lasers qui scannent tout autour, des centrales inertielles pour savoir comment le robot bouge, son équilibre, des micros. Il faut que le robot compile tout ça pour comprendre où il est et ce qu'il y a autour. Le SLAM, c'est ça? Exactement. La localisation et la cartographie, c'est le SLAM. Et en version dynamique, parce que l'environnement change tout le temps, le robot doit savoir où il est et mettre à jour sa carte en permanence. Ok. Et une fois qu'il sait où il est et ce qu'il voit, comment il décide de bouger? C'est l'étape de la planification. Là, il faut calculer en temps réel. Comment je vais marcher pour aller là-bas? Comment je bouge mon bras et ma main pour saisir cet objet précisément? Comment j'enchaîne plusieurs actions complexes? Va là, prends ça, amène-le ici. C'est pas simple. Non, j'imagine. Après, il y a le contrôle moteur. Rester debout, compenser si on le bouscule un peu, interagir physiquement sans tout casser. Et puis, il y a le cerveau, l'intelligence artificielle. De plus en plus, on voit des IA qui peuvent comprendre une instruction en langage naturel « apporte-moi la clé de 12 » et la traduire en action robotique. C'est l'IA multimodale. Tout ça en respectant des règles de sécurité hyper strictes. Et l'opération au quotidien? Ah oui, il faut pas oublier ça. La supervision à distance, les mises à jour logicielles, suivre les performances, on appelle ça RoboOps ou MLOps. C'est essentiel si on veut que ça tourne de manière fiable à grande échelle. Bon, toute cette complexité explique sans doute pourquoi on ne voit pas encore des armées d'humanoïdes partout. Où est-ce qu'on voit quand même des applications qui commencent à émerger sérieusement? Dans l'industrie manufacturière, on commence à voir des pilotes intéressants. Par exemple, pour des tâches d'assemblage ou de finition, où il faut utiliser des outils faits pour nous, les humains, une clé dynamométrique, un pistolet à peinture, ce genre de choses. D'accord. En logistique aussi, pour la manutention d'objets variés, ce qu'on appelle le picking, ou pour préparer des kits de pièces, le kitting. Surtout si un seul robot doit faire plusieurs tâches différentes dans la même zone. Là, sa polyvalence peut avoir du sens. Et l'inspection, on en entend souvent parler. Oui, l'inspection, c'est un cas d'usage important. Mais là, pour être honnête, les quadrupèdes ont souvent une longueur d'avance aujourd'hui. Ils sont plus stables, passent mieux partout pour faire des rondes et relever des données visuelles, thermiques, sonores. Un humanoïde pourrait le faire, bien sûr, mais c'est souvent une solution plus complexe et plus chère, juste pour ça. Et les services, l'accueil, la santé? Potentiel immense, c'est sûr. Mais on est encore très loin d'un déploiement massif. Il y a encore beaucoup de défis techniques, de sécurité et même des questions éthiques à régler. C'est plutôt pour le futur. D'accord. Alors, face à toutes ces options humanoïdes, quadrupèdes, AMR, cobots, comment on fait pour choisir sans se tromper? Pour avoir une approche rationnelle? L'outil essentiel, c'est une sorte de grille de comparaison, une matrice de décision. Il faut vraiment se concentrer sur ce que demande réellement le cas d'usage qu'on a en tête. Ok, explorons cette grille. Si le critère numéro 1, c'est de pouvoir monter des escaliers ou d'aller sur des terrains difficiles. Là, le quadrupède est souvent le meilleur. L'humanoïde peut le faire aussi, mais c'est plus compliqué pour lui. Les AMR et les cobots, eux, ils sont clairement pas faits pour ça. D'accord. Autre critère, si la tâche principale c'est d'utiliser des outils faits pour les mains humaines ou de manipuler des objets variés. Alors là, en théorie, c'est l'humanoïde qui est le mieux placé, même si sa dextérité n'est pas encore parfaite. Le quadrupède peut le faire s'il a un bras, mais c'est moins naturel pour lui. Les autres, oubliez. Et si c'est la cadence, la vitesse pure, qui compte le plus? Ah, là, pour les tâches répétitives, le cobot ou la cellule robotique dédiée sont souvent imbattables. Les AMR sont bons pour transporter vite, mais les humanoïdes et les quadrupèdes, avec leurs mouvements complexes, sont généralement plus lents. Et la polyvalence. Changer de tâche facilement sans tout modifier.
Ça, c'est vraiment le créneau visé par l'humanoïde. Le quadrupède et l'AMR ont aussi une certaine flexibilité, mais le cobo ou la cellule sont vraiment optimisés pour une seule chose. Dernier point, mais crucial, la maturité. La fiabilité, l'écosystème autour et la chance d'avoir un retour sur investissement rapide. Bon, là, il n'y a pas photo. Les cobos, les cellules automatisées, les AMR, c'est du solide. Technologie éprouvée, fournisseurs nombreux, ROI souvent calculable en 6, 12, 18 mois. Le quadrupède arrive derrière. On en voit de plus en plus en industrie, surtout pour l'inspection. L'humanoïde, lui, ferme la marche. C'est plus récent, moins mature, et le ROI est plus incertain, plus lointain. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on essaie de faire une règle simple pour aider à décider. Ça devient plus clair, non? Si on a besoin d'aller partout sur tous les terrains pour inspecter, on pense quadrupède. Si on a besoin de cadence, de précision sur une tâche fixe, cobo ou cellule dédiée. Si c'est pour transporter des trucs de façon répétitive, AMR. Et l'humanoïde alors? L'humanoïde, il devient vraiment pertinent si et seulement si on a absolument besoin de combiner deux choses. Une mobilité complexe, passer des portes, monter des escaliers, et une manipulation très variée d'objets ou d'outils. Le tout dans un environnement fait pour les humains. Et bien sûr, si on a le budget et l'envie de se lancer dans un projet plus risqué avec un ROI plus long. Cela soulève une question importante. Avant de foncer sur l'humanoïde, même si le besoin semble coller, qu'est-ce qu'on doit se demander pour être sûr qu'il n'y a pas une solution plus simple? Exactement. C'est la checklist anti-gadget, si on veut. Quelques questions à se poser. Est-ce qu'un simple AMR, peut-être avec un petit bras dessus, ne pourrait pas faire 80% du job? Est-ce qu'on ne peut pas découper la tâche, une partie automatisée facile avec une cellule, et on laisse un humain faire les 20% compliqués? Pour l'inspection, est-ce qu'un quadrupède ne peut pas faire le gros du travail, quitte à ce qu'un humain aille voir les 2-3 endroits inaccessibles? La question clé, c'est... La question clé, c'est est-ce que la forme humanoïde est vraiment indispensable pour créer de la valeur? Ou est-ce qu'on peut obtenir un résultat similaire, voire meilleur, avec une solution plus simple, moins chère et plus fiable aujourd'hui? Parlons argent justement. Le TCO, le coût total de possession, on a dit que ce n'était pas juste le prix d'achat. C'est quoi les gros postes de dépenses à prévoir? Ah oui, le TCO, c'est souvent là que ça pique. Bon, il y a l'investissement initial, le CAPEX, le robot lui-même, bien sûr, mais aussi les options, les mains spéciales, les capteurs en plus, les batteries de rechange, les chargeurs, parfois des petits aménagements pour la sécurité. Ça, c'est la partie visible. Et la partie cachée? C'est l'intégration. Connecter le robot au système d'info de l'usine ou de l'entrepôt, l'ERP, le WMS. Faire la cartographie des lieux, tous les tests, et surtout l'analyse de risque et la mise en place de la sécurité fonctionnelle. Ça peut coûter cher en temps et en expertise. C'est souvent sous-estimé. Et une fois qu'il tourne, les coûts récurrents, l'OPEX. Ils sont pas négligeables du tout. Le contrat de maintenance, le fameux SLA, c'est un poste important. Le remplacement des batteries, qui s'usent, l'assurance spécifique, la consommation d'énergie. Et puis, il faut souvent une supervision humaine, au moins au début, pour vérifier que tout va bien. Faut aussi compter la productivité réelle, j'imagine. Absolument. Quelle est la cadence vraiment atteinte? Le taux d'échec quand il essaye d'attraper quelque chose? Les temps d'arrêt? Tout ça, ça impacte le coût réel. Sans oublier les pannes potentielles. Et les coûts d'évolution, les mises à jour logicielles, le risque que le matériel devienne obsolète. Face à ces coûts, les fournisseurs proposent quoi comme modèle? On achète, on loue? On voit principalement 3 modèles émerger. L'achat classique, en CAPEX, pour ceux qui veulent posséder l'actif sur le long terme. La location, ou le robot as a service, RAS. Là, on paye un abonnement, souvent tout compris, avec la maintenance. C'est de l'OPEX, c'est plus souple, surtout pour tester, pour faire un pilote. C'est populaire ça, le RAS-B. Oui, ça plaît beaucoup pour les pilotes, justement. Et puis, il y a des formules mixtes, genre location avec option d'achat à la fin. Et côté contrat, si on se lance, quels sont les points où il faut être hyper vigilant? Les clauses à négocier serrées? Plusieurs points critiques, oui. Le SLA, évidemment. Quel est le temps de réponse promis s'il y a une panne? Moins de 4 heures, c'est bien. Et le temps de réparation garanti. Moins de 48 heures, c'est mieux. Est-ce qu'ils ont des pièces détachées près de chez nous? La garantie de disponibilité. Leur promesse, c'est très important. Il faut aussi vérifier la conformité aux normes, le marquage CE, les normes ISO pour les robots et exiger une analyse de risque détaillée fournie par le vendeur. Et les données? Point crucial,
À qui appartiennent les données que le robot collecte? Comment sont-elles sécurisées, anonymisées? Peut-on les récupérer facilement? Et la réversibilité, si on arrête le contrat, comment ça se passe? On récupère nos cartes, nos configurations, faut tout prévoir. Un autre point essentiel avec ces robots qui se baladent partout, c'est la sécurité. Vous parliez des risques spécifiques aux humanoïdes avec leur marche. Oui, la bipédie, ça change tout en termes de sécurité. Le risque de chute, de perdre l'équilibre, il est là, contrairement à un robot sur roue. Donc la sécurité fonctionnelle doit être au top. Analyse de risque poussée, limitation de la force et de la vitesse selon le contexte, création de zones où il ne doit pas aller, arrêt d'urgence très fiable et des procédures claires pour le relever s'il tombe. Au début, une supervision humaine reste souvent la norme. Et la cohabitation avec les employés, les chariots élévateurs, etc. C'est un vrai défi d'intégration, ça. Il faut des règles claires. Du marquage au sol, des règles de priorité, peut-être des limitations de vitesse dans certaines zones. Et surtout, former les gens qui vont travailler à côté. Leur expliquer comment le robot réagit, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Sans oublier la cybersécurité. Ah, fondamental. On parle de cybersécurité OT pour les systèmes industriels. Isoler le robot sur le réseau, sécuriser son système d'exploitation, gérer qui a le droit de faire quoi, les accès, enregistrer tout ce qui se passe, les logs, appliquer les mises à jour de sécurité, faire des audits réguliers. Un robot connecté, c'est une cible potentielle, il faut le protéger. Bon, tout ça dessine un tableau assez complexe finalement. Pour un dirigeant qui entend parler des humanoïdes tous les jours dans la presse, comment on passe de cette effervescence à une vraie stratégie qui crée de la valeur, mais sans prendre des risques fous? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Quelle feuille de route on pourrait imaginer sur 3 à 5 ans? L'approche qui semble la plus raisonnable et qui ressort des sources est très progressive et orientée résultat. Pour la première année, disons maintenant, et les 12 prochains mois, priorité absolue aux quick wins, aux gains rapides et sûrs avec les technologies qui marchent déjà. C'est-à-dire? Cobots pour automatiser des postes d'assemblage ou de palettisation. Contrôle qualité avec des caméras et de l'IA. Des AMR pour transporter des pièces ou des produits finis. Des quadrupèdes pour inspecter les zones difficiles d'accès ou dangereuses. Et en même temps, très important, construire les fondations. Mettre en place les plateformes pour collecter les données, développer les compétences en robotops, créer des tableaux de bord pour suivre ce qui se passe, et surtout, avoir des procédures de sécurité béton pour tous ces robots mobiles. D'accord, donc on assure les bases, on montre des succès rapides, et l'humanoïde, il arrive quand dans ce plan? Pas avant la deuxième année, et encore seulement sous la forme d'un pilote très très ciblé. Vraiment sur un cas d'usage où on peut justifier cette combinaison unique. Besoin de mobilité complexe, plus tâches très variées, plus peut-être un gros problème de sécurité ou de pénibilité pour les humains. Ce pilote, il faut le voir comme un laboratoire, pour apprendre. Apprendre quoi, par exemple? Apprendre à l'intégrer avec les autres systèmes de l'entreprise, l'ERP, le WMS, le MES pour la production. Apprendre à le faire fonctionner au quotidien et commencer à former les équipes techniques et les opérateurs. Et si ce pilote très ciblé est un succès? On fait quoi après? Alors, sur les années 3 à 5, on peut commencer à penser à une industrialisation, mais sélective. C'est-à-dire qu'on ne déploie plus largement que sur les cas d'usage où on a vraiment prouvé la valeur et maîtrisé les risques. C'est aussi le moment où on peut explorer des choses plus avancées, comme piloter le robot en lui parlant, grâce à l'IA conversationnelle l'agentique, mais toujours avec un humain dans la boucle pour valider les décisions importantes. Human in the loop, oui. Exactement. Et bien sûr, on continue d'améliorer, d'auditer la performance, la sécurité, la cyber. C'est un processus continu. Quels seraient les grands principes derrière cette feuille de route? Les messages clés à faire passer? Il y en a 4, je dirais. Premièrement, le métier d'abord. On parle des problèmes opérationnels, des indicateurs business, pas de la technologie pour faire joli. Deuxièmement, réduire les risques pas à pas. On avance par étapes, preuve de concept, puis pilote, puis déploiement maîtrisé. Troisièmement, développer les compétences en interne. Sans les bonnes personnes pour l'intégration ITOT, l'IA, le RoboOps, la sécurité, ça ne tiendra pas sur la durée. Et le quatrième, si on devait résumer ça pour un comité exécutif en 1 minute, ce serait 1. Aujourd'hui, 0,12 mois. On va chercher les gains rapides et le ROI sûr avec les cobots, les AMR, les quadrupèdes. On construit les fondations, data, ops, sécurité. 2. Demain, 12-24 mois. On peut envisager un POC humanoïde très ciblé, mais seulement si la triple condition est là. Mobilité, plus politage, plus budget sponsor. Le but, apprendre.
3 après-demain, 24-36 plus moi. Si le POC est bon, on peut faire des pilotes plus larges, avec une meilleure intégration de l'IA, mais toujours avec supervision humaine. Déploiement très sélectif. 4. Et tout le temps, obsession sur la sécurité, la cyber, les compétences Robotops et une gouvernance claire, un guide interne, un centre d'excellence. C'est très clair. Le message, c'est que les robots humanoïdes, oui, c'est une voie d'avenir intéressante pour des cas très spécifiques où il faut une flexibilité extrême dans nos environnements. Mais ce n'est pas encore la solution miracle universelle. Aujourd'hui, pour la plupart des besoins, les alternatives cobots, AMR, quadrupèdes offrent souvent un chemin plus court et plus rentable vers l'automatisation. C'est exactement ça. Il faut vraiment une approche pragmatique, phasée. Partir de la valeur métier, bien analyser les coûts complets, les risques, les compétences nécessaires. Investir pour régler un vrai problème, pas juste pour avoir le dernier joujou technologique. Pour finir cette discussion vraiment passionnante, peut-être une petite ouverture. Les sources qu'on a vues mentionnent l'impact que pourraient avoir les IA multimodales, ces IA capables de comprendre le langage et de le transformer en action pour le robot. Ah oui, ça c'est une tendance de fond à suivre de très très près. Si ces IA continuent de progresser aussi vite qu'elles le font actuellement, jusqu'où ça pourrait changer la donne pour l'adaptabilité des humanoïdes? Est-ce que ça pourrait les rendre rentables beaucoup plus vite que ce qu'on imagine, même pour des tâches qui leur sont aujourd'hui inaccessibles? Et du coup, quelles tâches qu'on n'imagine même pas pour un robot aujourd'hui deviendraient possibles avec cette combinaison? Une forme humanoïde agile plus une IA très avancée. Ça laisse matière à réfléchir sur l'avenir du travail et de l'automatisation, vraiment.